Il est plus de 20h30 passé sur notre chaîne. Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, la 4e édition de la caravane de la santé est partie ce matin du palais d'État d'Yaveloul. Elle sillonnera l'est de la Grande Île pendant une semaine et 4 villes bénéficieront de services de santé gratuits durant son passage. La première dame et présidente de l'association FITI, Madame Mialradzuiln, avec le ministre de la Santé publique, le ministre de la Population et les partenaires, avec à leur tête le représentant de l'OMS, ont assisté au départ de cette caravane. Outre les divers services de santé, il y aura également la prise en charge des victimes de violences. Reportage de Miavoula Sfer, Anara, Dramanazatov et Andora Zanjebe. Les véhicules qui constituent la caravane de santé sont équipés de matériel pour les divers services de santé, notamment des mammographies et des radiographies mobiles. À noter qu'au sein des hôpitaux publics, les radiographies coûtent entre 30 000 ariars à 35 000 ariars et cela avoisine les 150 000 à 170 000 ariars pour les mammographies. Mais durant la caravane de la santé, tous ces services sont gratuits, sans parler des autres consultations habituelles, selon les explications du ministre de la Santé publique. Cette mobilisation qui est la caravane de la santé a été tenue pour une santé de proximité, mais aussi afin d'aider les plus vulnérables. À chaque édition, les offres de services de santé augmentent et chaque tranche d'âge en bénéficie. La sensibilisation sur la lutte contre les violences est également au programme, car des acteurs dans ce sens sont au sein de la caravane médicale. La première dame, Mialradzuiln, a affirmé que les précédentes éditions ont été un succès. C'est la raison pour laquelle de nouvelles éditions ont été tenues dans 4 districts de la partie est de la Grande Île, notamment à Mansakanjin, Prikaville, Fulpointe et Mahambu. De son côté, le représentant de l'OMS a souligné que cette caravane médicale est une louable initiative. C'est vraiment une initiative très louable, Madame la Première Dame. Très louable dans le contexte de rapprochement vers la communauté. Et permettez-moi de saluer cette initiative au nom de l'Organisation mondiale de la santé que je représente, mais aussi au nom des autres partenaires, à savoir UNFPA, UNICEF, USAID, étant donné que j'ai été choisi de prendre la parole à leur nom tous. En effet, mesdames et messieurs, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre, comme vous l'aurez remarqué, la COVID-19 a fragilisé le système de santé. Pas seulement à Madagascar, mais partout au monde. Et nous avons besoin de renforcer ce système par des stratégies de proximité. Et cette caravane que vous allez lancer aujourd'hui contient une alternative qui contribuera sans nul doute à l'amélioration de l'accès aux services de santé. D'une part, pour toute la population de l'axe concerné, mais aussi la caravane va aussi cibler la population la plus vulnérable. La caravane de la santé a rejoint Mansakanjin ce matin. La mobilisation s'achèvera le 14 juin pour cette partie est du pays. Selon les explications du ministère de la Santé publique, environ 2000 à 2500 personnes dans chaque lieu de passage bénéficieront des services de santé gratuits. Restons toujours au niveau du ministère de la Santé publique. Justement, le ministère a sorti un communiqué sur les résultats des analyses faites sur les victimes des récents kidnappings. Les ravisseurs les ont drogués et selon le résultat des analyses, on a trouvé des traces d'amphétamine, de méthamphétamine, de cocaïne et d'opiacés dans le sang de ces victimes. Les détails avec Rado Ramananzatov et Anzara Razonarvelu. Selon le communiqué du ministère de la Santé publique, les cas de kidnapping actuels concernent des jeunes filles entre 15 à 22 ans. Dans la plupart des cas, un produit a été projeté sur le visage des victimes ou bien on leur a mis un mouchoir contenant de la drogue sur le nez ou encore on les a obligés de boire une boisson droguée, ce qui les a rendues inconscientes. Par la suite, les ravisseurs les ont embarqués dans une voiture. Selon toujours ce communiqué, quand les victimes ont été relâchées, certaines avaient des hallucinations ou ont été prises de panique soudain. D'autres ont été dans un état second et ne répondaient pas quand on leur parle. Sur les échantillons de sang prélevés sur les victimes, les analyses ont révélé
Des traces de drogue, notamment l'amphétamine, du méthamphétamine, de la cocaïne ou encore des opiacés, selon toujours ce communiqué, qui souligne également que ces drogues sont souvent utilisées par des violeurs dans les cas de kidnapping à l'étranger. Pourtant, à Madagascar, les victimes n'ont pas été violées. Elles n'ont pas non plus été victimes de trafic d'organes, il n'y a eu aucune demande de rançon, elles n'ont fait l'objet d'aucun vol. Les véritables intentions de ces malfaiteurs restent encore inconnues. Le ministère de la Santé publique a rappelé que l'État malagasy prend en charge les soins de ses victimes et leur état de santé sont suivis de près. L'association FITI, quant à elle, prend en charge leur appui psychologique. Et justement, face aux récents cas de kidnapping dans la capitale, certains parents ont décidé d'accompagner leurs enfants sur le chemin de l'école. Quant aux établissements scolaires, certains ont installé des caméras de surveillance aux alentours de leurs locaux. Les élèves ont été sensibilisés sur les dangers qu'ils encourent en parlant à des inconnus. Enfin, ils ont été incités à immédiatement rentrer chez eux dès la fin des cours. Reportage de Fanjessina Mireille et Yves Janel. Des parents dont les enfants entre 15 à 18 ans ont pris la précaution d'accompagner ou de faire accompagner ces derniers sur le chemin de l'école, eu égard aux récents cas de kidnapping dans la capitale. C'est notamment le cas de Serge et sa femme qui ont établi un programme pour accompagner leurs enfants à l'école. La fille de Hersou, qui a 18 ans, a toujours été accompagnée, mais depuis cette affaire de kidnapping, les mesures ont été renforcées. D'autres parents incitent leur progéniture à rentrer en compagnie des camarades de classe. Au niveau des établissements scolaires, outre l'installation des caméras de surveillance, la sensibilisation des élèves a été renforcée. Les responsables les exhortent à rentrer directement chez eux à la fin des cours et de ne surtout pas parler à des inconnus sur la route ou dans les transports publics, entre autres. Le contact entre les responsables scolaires et les parents d'élèves a également été renforcé. En cas d'absence d'un élève, les deux parties doivent se mettre directement en relation. Par ailleurs, le contrôle des cartes pour ceux qui viennent prendre leurs enfants à l'école est plus que jamais renforcé. Et au niveau des forces de l'ordre, 2 ressortissants étrangers ont été appréhendés en possession de cocaïne selon le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale. Le général Je les cherche hier durant son passage sur le plateau de la télévision nationale. Des cas de kidnapping se passent actuellement, donc il est important de redoubler de vigilance, a souligné ce premier responsable de la gendarmerie nationale. Les forces de l'ordre prennent déjà les mesures nécessaires et appelle les citoyens à les contacter en cas de fait suspect, tout en dénonçant clairement le numéro d'immatriculation des véhicules des éventuels auteurs de rapt. Voilà pour ce qui est de ces faits de kidnapping. Dans un tout autre sujet, à présent, toujours dans la page sociale, le système des Nations Unies et WaterAid sont des partenaires clés de Madagascar dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Les représentants de ces deux organisations internationales ont successivement effectué une visite de courtoisie au ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Le renforcement de la coopération est au centre de la discussion afin d'atteindre le VLRAN numéro 2 et l'objectif de développement durable numéro 6. Les détails avec Mervoula Sferan. Dans les actualités de ce jour également, 18 candidats étaient absents lors du premier jour de l'épreuve d'éducation physique et sportive pour le baccalauréat au centre ANS Impeflou. En effet, ces épreuves pour la capitale d'Antananarive ou les districts d'Avarajan, Antsimjan et Ambujachim ont commencé aujourd'hui et cela pour une durée de 9 jours. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Les épreuves physiques et sportives pour l'examen du baccalauréat du centre ANS Impeflou ont commencé avec 1h20 de retard aujourd'hui. Elles n'ont commencé qu'à 8h20 au lieu de 7h comme prévu. L'endroit n'est pas non plus correctement aménagé. Selon le responsable du centre d'examen, un spectacle s'est tenu ici hier et ne s'était terminé qu'à 19h. Ce n'est que ce matin que l'endroit a été nettoyé. Du côté des candidats, malgré les préparations, l'épreuve d'endurance était dure et le terrain était poussiéreux. 18 candidats n'ont pas répondu à l'appel pour ce premier jour pour le centre ANS Impeflou qui compte environ 6757 candidats issus des séries A1, C, L, OSE. Pourtant, une absence signifie une disqualification au baccalauréat. Tous les candidats sont donc encouragés à répondre à la convocation, même dans le cas d'une incapacité physique.
théorique. Un médecin peut fournir un certificat attestant cette incapacité afin que le candidat puisse passer une épreuve théorique le 22 juillet prochain. Poursuivons dans la page santé. La prise en charge et les offres médicales fournies aux hommes et aux femmes ne sont pas égales à Madagascar selon les déclarations de la présidente nationale de l'association FOI ou Entreprendre au féminin Océan Indien ce jour. La méconnaissance des droits des femmes mais également la culture malagasse qui ne valorise pas assez les femmes sont quelques-unes des raisons qui aboutissent à cette situation. Pour y remédier, le FOI et le CNFM font collaborer avec le projet Impact, un projet financé par le peuple américain afin de faciliter l'accès à des médicaments de qualité aux femmes, mais également afin d'encourager les femmes à contribuer à la gestion des médicaments. Reportage de Amiena Martina et Nzara Ranjiansou. Les offres et services médicaux fournis aux femmes et aux hommes ne sont pas les mêmes à Madagascar en termes de disponibilité de fournitures médicales et de médicaments, selon le constat de l'association EFOI ou Entreprendre au féminin Océan Indien. Alors que les femmes et filles tiennent un rôle capital dans l'amélioration de chaque foyer, surtout sur le plan éducatif. Mettre en avant l'équité dans toutes les approches, surtout pour la santé. Car comme vous le savez, ce sont les mères et les jeunes filles qui tiennent un rôle important dans le domaine de la santé et qui sont souvent mises à l'écart des décisions et des différentes actions sur la santé. Pour y remédier, le projet Impact, sous la responsabilité du ministère de la Santé publique, financé par le peuple américain, va collaborer avec les associations des femmes afin de faciliter l'accès aux soins médicaux et aux médicaments aux femmes, particulièrement dans la lutte contre le paludisme, le planning familial et la santé mère-enfant. Les femmes au sein des 14 régions cibles du projet seront formées dans ce sens. Fournir à toute la population malagasse des produits de santé de qualité dans 3 domaines qui sont le paludisme, la planification familiale et la santé de la mère et de l'enfant. Et donc c'est une approche qui se base sur ce qu'on appelle l'approche de marché total, donc qui vise à assurer que toute la population, je dis bien toute la population, y compris ceux qu'on peut classer comme population vulnérable, qui sont les femmes et les enfants, qui puissent avoir accès à des prix abordables justement et à des produits de qualité, de santé de qualité. Impact vise à faire bénéficier à tout un chacun des soins et des médicaments de qualité. C'est dans ce cadre qu'une convention de partenariat entre le projet Impact, le Conseil national des femmes à Madagascar et le FOI a été signée aujourd'hui. Un partenariat qui inclut la formation des femmes, la facilitation de financement dans le cadre de développement des points d'approvisionnement de ce projet. Dans les actualités internationales de ce soir, hué lors du jubilé de platine d'Elisabeth II ce week-end, Boris Johnson, empêtré dans le Partygate, est sorti victorieux hier soir de la motion de défiance initiée contre lui par 54 députés conservateurs. Mais les analystes l'affirment, ce vote signale un départ imminent de Downing Street. France 24. Je peux annoncer que le parti majoritaire accorde sa confiance. Sous un tonnerre d'applaudissements, les parlementaires conservateurs sauvent la tête de Boris Johnson. Avec 211 voix pour et 148 contre, le Premier ministre se maintient. Il ne pourra pas subir de nouvelles motions de défiance pendant 1 an, mais il est loin d'être tiré d'affaire. Margaret Thatcher et Theresa May, elles aussi, avaient remporté un tel scrutin avant de devoir démissionner sous la pression dans les mois qui ont suivi. Je suis reconnaissant envers mes collègues pour tout le soutien qu'ils m'ont donné. Et bien sûr, je comprends que ce que nous devons faire maintenant, c'est se rassembler en tant que gouvernement, en tant que parti. C'est exactement ce que l'on peut faire maintenant. Cela nous donne l'opportunité de laisser derrière nous ce sur quoi les médias ont voulu se concentrer pendant très longtemps. C'est derrière cette fenêtre que tout s'est joué. Les élus de la majorité se sont succédés dans la soirée pour voter à bulletin secret. À l'issue du scrutin, le chef des conservateurs est sauvé, mais fragilisé. Scandale du Partygate, mauvais résultat aux élections locales de début mai, voilà des mois que le leadership du Premier ministre est de plus en plus contesté au sein de son propre parti. Son image dans l'opinion publique est aussi dégradée, il a par exemple été hué par une partie de la foule lors des célébrations du jubilé d'Elisabeth II.
Et le dirigeant de 57 ans va encore devoir s'expliquer sur ses entorses aux règles sanitaires. Celle de la police et de la haute fonctionnaire Sue Gray, une nouvelle enquête est menée par les parlementaires. Elle devrait aboutir à l'automne. En France, en pleine crise des urgences et à quelques jours des législatives, les personnels hospitaliers manifestaient aujourd'hui dans plusieurs dizaines de villes pour réclamer des hausses de salaire et d'effectifs sans attendre le résultat de la mission Flash commandée par Emmanuel Macron. France 24 toujours. Fermeture de lits, manque de personnel et de moyens. Les services d'urgence de Toulouse sont au bord de la rupture avec plus de 700 patients par jour. Notre quotidien, c'est du monde en permanence, des gens qui pourraient aller ailleurs mais qui viennent aux urgences parce qu'il n'y a pas assez de soins en ville. À l'hôpital de La Rochelle, le service des urgences s'est mis en grève dès hier soir. Depuis 2018, Sud Santé tire la sonnette d'alarme. L'hôpital et les EHPAD publics se dégradent depuis plus de 20 ans, mais à force de se dégrader, deviennent dangereux pour la population. C'est ça la situation. On ne sait pas comment on va faire cet été. Pour calmer cette colère, le gouvernement avait déjà initié le Ségur de la santé fin 2020. Les soignants avaient obtenu une prime de 183 € net par mois, auquel s'ajoutait une revalorisation en fonction des différentes grilles salariales. Une somme jugée insuffisante. 2 ans plus tard, les revendications sont quasiment les mêmes. Les soignants, ce qu'ils veulent, c'est exercer en sécurité pour le patient, d'accord, et en sécurité pour eux, parce qu'il y en a marre d'être dans un système qui broie les soignants. On pense que c'est la mission d'un pays moderne comme la France, de pouvoir assurer le soin pour tous. Les soignants seront dans la rue aujourd'hui avec une mobilisation citoyenne pour l'accès aux soins et réclamer plus de moyens. Et le président du Mexique a annoncé hier qu'il ne participe pas au sommet des Amériques organisé par Joe Biden et qui débute aujourd'hui à Los Angeles pour protester contre la décision américaine d'exclure Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. France 24. Il avait prévenu ses partenaires à plusieurs reprises. Le président mexicain a finalement mis sa menace à exécution. Il l'a annoncé lors de cette conférence de presse. Il ne se rendra pas au sommet des Amériques qui débute ce lundi à Los Angeles. Je ne participerai pas au sommet des Amériques. Marcelo Ebrard, le ministre des Affaires étrangères, me représentera moi et de façon générale le gouvernement. Et si je décide de ne pas m'y rendre, c'est parce que tous les pays des Amériques ne sont pas invités. En effet, après l'édition de 2018 au Pérou, les États-Unis qui organisent l'événement cette année ont exclu 3 pays, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. La raison ? Des doutes quant au respect des droits humains. C'est en tout cas ce qu'ont évoqué des responsables de la Maison-Blanche. Mais le président cubain dénonce cette décision. Il n'existe pas une seule raison qui justifie l'exclusion antidémocratique et arbitraire d'un quelconque pays du continent américain à ce rendez-vous. L'absence du Mexique ne sera sûrement pas sans conséquences. Car lors de ce sommet, le président américain Joe Biden compte parler immigration et espère conclure un accord pour une coopération régionale renforcée. Je pense que le Mexique est un partenaire essentiel des États-Unis. C'est un leader régional et sa voix devrait vraiment être entendue lorsque tous les leaders de l'hémisphère se réunissent. Avec plus de 3000 km de frontières avec les États-Unis, le Mexique joue un rôle clé dans la politique migratoire de Washington. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne suite de programmes sur Viva. Justement, dans quelques minutes, vous allez suivre l'émission Point de droit Nizouk avec Nora Nirlant. Très bonne continuation sur notre chaîne, mesdames et messieurs, et très bonne soirée à tous. Au revoir.